C'est un film amateur tourné au début de la Seconde Guerre mondiale, en pleine bataille de juin 1940. Une colonne allemande progresse sur une route de France, au milieu des réfugiés. Quand soudain, une jeune Française se laisse embrasser par l'ennemi. Il y a aussi cette séquence dérangeante, tournée dans une caserne de la Sarthe, avec ces militaires allemands et français qui fraternisent, en pleine occupation. Ou encore ces images de soldats et de civils qui se sourient et semblent s'apprécier. Allez voir, l'occupation de la France par l'Allemagne aurait été légère, et même douce. Ces films privés, jamais montrés au public. Nous les avons découverts chez des collectionneurs et des particuliers des deux côtés du Rhin. Que nous disent-ils de neuf sur l'occupation? Quel sens leur donner? En apparence anodin, ces films nous montrent un autre visage de la guerre. Pour tenter de les comprendre, nous les avons visionnés avec leurs auteurs. J'étais pas en admiration devant les Allemands, mais j'étais pas non plus contre. Je pourrais revenir partout en France ou en Belgique. Nulle part je n'ai laissé de mauvaises impressions. Ces images nouvelles nous emmènent dans l'intimité des familles. Des Juifs qui portent l'étoile jaune à Paris. Elles nous racontent des parcours étonnants. Un Allemand qui passe à la résistance. J'avais bien sûr conscience de vivre deux vies. L'une en tant que brave soldat et l'autre en tant que combattant contre le fascisme. Que ressentaient sous le casque les soldats allemands? Comment, à l'époque, les Français les ont-ils perçus? Et comment ont-ils réagi avec eux? 70 ans plus tard, grâce à ces images privées, et avec elles exclusivement, nous revenons sur une période douloureuse de notre histoire. Sous le regard croisé des Français et des Allemands. Elle s'appelle Jeanne Néel, cette jeune fille filmée à l'hiver 39-40. 22 ans, le bel âge. Comment pourrait-elle imaginer que quelques mois plus tard, en juin 1940, elle se retrouverait sur cette route, dans la hantise d'être rattrapée par l'ennemi héréditaire, le Boche. On ne les connaissait que par les histoires racontées de la guerre d'avant, des histoires abominables, qu'on coupait les bras des garçons, qui coupaient les bras des garçons, que c'était atroce. On avait cette peur-là, on fuyait. Et en même temps, cette fuite, ça nous déshonorait en quelque sorte. Il faut bien que vous imaginiez qu'à la guerre de 14, il n'y a pas une famille qui n'a pas eu un mort ou un... Moi, tous mes oncles étaient un bras en moins ou un pied en moins de la guerre. Donc j'ai été élevée dans cet esprit de guerre. Et je me disais, pour moi, dans ma tête, les Allemands,
tuaient tout le monde, quoi. Les voici, les barbares. Parmi eux, l'adjudant Günther Flamm, 20 ans. Il faut que je vous dise, on regardait plus devant nous qu'à droite et à gauche. On faisait attention à ce qu'on ne nous attaque pas de côté. Bien sûr, parfois on se disait, dommage, c'est une belle église, et elle est détruite. Mais c'était la guerre. Fier, imprégné de propagande, il bouscule les troupes françaises. On était très fiers. C'est vrai. Mais pas exubérant pour autant. On s'est donné à fond. Pour nous, c'était une question de survie. Après que la France et la Grande-Bretagne nous eurent déclaré la guerre. Du champ de bataille, Hans-Georg Schultz écrit à ses parents. C'est une véritable horreur pour les gens de cette région. Mais pourquoi les Français ont-ils voulu la guerre? Le Führer a tout essayé pour l'éviter. Maintenant, ils vont avoir une drôle de surprise. Ils ont déjà admis notre supériorité. Dans un ordre parfait, les Allemands pénètrent dans les villages, comme ici à Collonges, dans le sud du Jura. Ce film amateur a été pris en cachette, depuis une lucarne. Un acte punissable de mort. Le caméraman, mort dans les années 70, s'appelle Victor Barbe. C'est un douanier. L'idéologie nazie, il connaît. Il a travaillé en Sarre en 1935 et en a rapporté des photos et des films inédits. Un climat angoissant. Ici, le premier meeting d'Hitler à Saarbrück. Dans les premiers jours de l'occupation, il est bien le seul à réaliser la nature du danger nazi. Pour sa voisine, Suzanne Maleg, les premiers Allemands se révèlent vite des soldats ordinaires. Les officiers étaient très arrogants, hein. Là, ils étaient très... Moi, j'ai eu un contact avec un officier, il fallait pas en dire de trop, hein. Mais les soldats par eux-mêmes étaient aimables, polis. Ils savaient presque tous des mots de français, donc ils se débrouillaient pas mal pour causer. Après, étant polis, ils saluaient poliment, on répondait. Alors, nous, on s'attendait à voir des barbares, et en réalité, on avait des hommes comme nous en face de nous. Les premiers Allemands qu'on a côtoyés, je tremblais, moi. Je disais, qu'est-ce qu'il va me faire? Et il ne me faisait rien du tout, en fait. L'histoire d'une méprise. Rassurés par le comportement de l'ennemi héréditaire, les Français ne voient pas, ou ne veulent pas voir, l'arrivée du nazisme en France. En apparence, les Allemands sont corrects, parfois même respectueux.
comme le montre ce film amateur tourné par Edwin von Rothkirch. Ce général, issu de l'aristocratie militaire allemande, se fait filmer avec son propre fils, à Verdun, sur les lieux où il s'est battu près de 25 ans plus tôt. Faut-il craindre, vraiment, ces Allemands qui s'inclinent devant les monuments français et les tombes des soldats de la Grande Guerre? Parmi les soldats capturés par les Allemands, nombreux sont ceux qui admettent la supériorité de l'armée allemande. L'humiliation, la honte d'être prisonnier. Parce qu'on est là pour combattre et pas pour être dépouillé de ses armes et d'assister au succès, à la victoire de l'ennemi, qui en plus vous capture et vous met dans des camps. J'étais là pour me battre et pas pour foutre le camp. Quand je les ai vus, la façon dont c'était organisé, commandé, je me suis dit, on ne faisait pas le poids, quoi. Et puis on sortait d'une période difficile, nous. C'était de la drôle de guerre. Qu'est-ce qu'on avait fait pendant la drôle de guerre? Les officiers comme les autres, on avait beaucoup joué au bridge. On a été politiquement gonflés à bloc pour aller faire la guerre, alors que les Français, eux, ne l'étaient pas. C'est mon impression. Ils se battaient, ils se disaient « On est des soldats, on doit se battre ». Mais ils n'y croyaient pas vraiment. Le film du général von Rothkirch continue pourtant avec une scène terrible, qui semble annoncer le racisme des nazis. Il filme des prisonniers noirs, affamés, qui se battent pour de la viande. Comme s'il voulait démontrer la supériorité de l'Allemagne. Tous les films. En ajoutant entre deux séquences des commentaires ironiques. Ce sont eux les combattants de la culture européenne, comme les soldats l'écrivent dans leurs albums photos. Parmi ces photographes amateurs, Klaus Kendler, 20 ans. Je suis entré en France et pour la première fois, j'ai vu autant de personnes de couleur. En Allemagne, il n'y en avait pas. À Berlin, il y avait un seul soldat des troupes coloniales de la Première Guerre mondiale et il habitait à Zellendorf. C'était le seul homme de couleur. J'ai demandé aux prisonniers, surtout les Noirs et les Marocains, ils ont sursauté quand ils m'ont entendu parler français. Ils faisaient des gestes désespérés, nous montrant qu'ils n'avaient aucune idée de pourquoi ils devaient nous faire la guerre. Wir geben eine Sondermeldung aus dem Führerhauptquartier. Paris ist infolgedessen zur offenen Stadt erklärt worden. Soeben findet der Einmarsch der siegreichen deutschen Truppen... Il défilait en chantant, on sentait qu'il nous écrasait, quoi.
Je vais vous dire quelque chose. Je vous dirais pas qu'on avait une certaine admiration, le mot est... Mais on regardait ça. Nous, on voyait nos troupes avant. Bon, ben, ça leur arrivait de défiler, bien sûr. C'était quand même très impressionnant. Si vous voulez, c'était comme entre guillemets, au cinéma. De voir ces gens-là. Il n'y a pas un bouton qui manquait, pas un poil qui dépassait l'autre. Et qui défilait, là. Face au triomphe allemand, la France vit l'une des plus graves crises d'identité de son histoire, comme en témoignent les films de l'été 1940. Ici, Orléans, avec le symbole de Jeanne d'Arc. Là même où, un an plus tôt, l'armée française défilait devant le président de la République. Plus qu'une défaite, un effondrement, aux conséquences incalculables. Dans le nord de la France, un adolescent de 14 ans, Roger Tellier, filme le désastre. Sonné, et comme beaucoup de Français, intrigué, troublé même par la puissance allemande. Il donnait l'image quand même d'une grande discipline. Alors ça impressionnait beaucoup. Et puis le fait qu'ils arrivaient progressivement à dominer l'Europe, donc ça voulait dire qu'ils avaient quand même des qualités d'organisation, de commandement, de stratégie que nous n'avions pas eu. Alors il y avait forcément un sentiment d'admiration. Tout en désapprouvant, on ne pouvait que se dire, eh bien, je ne sais pas si les Français auraient été capables de ça, quoi. Ils sont beaux, bronzés, détendus. Sur leur film privé, les vainqueurs qui s'installent à l'été 1940 sont désarmants de jeunesse et de décontraction. Pour eux, la guerre est terminée. Ils ont vaincu en 6 semaines, un miracle. Et c'est en touriste qu'ils découvrent leur ennemi héréditaire. Hans Eisel a tout juste 18 ans quand il débarque à Paris. Pour y être affecté ici, à l'état-major de la marine, place de la Concorde. Je n'avais que de merveilleux sentiments, car pour la première fois de ma vie, j'étais à Paris. Et je découvrais cette magnifique ville. Je viens de Leverkusen, d'une famille d'ouvriers. Et la ville la plus grande que je connaissais jusqu'alors était Cologne. Je n'avais jamais été plus loin. Je ne pouvais que rêver de Paris. C'était une merveilleuse sensation que de sentir cette ville, de la découvrir. Ich liebe das Leben und hab den Männern viel zu geben. Meinem schlechten Ruf verpflichtet, tu ich, was ich tun muss. En visitant Paris le 28 juin 1940, juste après l'armistice, Hitler a donné le signal. La France, dont il admire le patrimoine mais qu'il juge décadente, ne jouera plus aucun rôle politique.
juste une vitrine culturelle de la Nouvelle Europe, sous domination allemande. À sa suite, les soldats sont encouragés à découvrir cette ville que les Français ne méritent pas et qui, croient-ils, renaîtra à leur contact. Une capitale vidée de ses hommes, réduite à ses charmes, fantasmée, à voir les films amateurs allemands tournés dans les premières semaines. La femme française était en quelque sorte un sexe symbole. Les hommes français, on n'en a jamais parlé. La France, Paris, c'est les femmes. Un jour, je voulais aller à l'opéra et j'étais devant l'opéra, tout penaud. On donnait Faust, le seul opéra que les Français aient réussi à écrire, de Charles Gounod. On a dû remarquer que j'étais tout penaud et un couple français est arrivé, ils m'ont pris sous leur aile et j'ai pu écouter Faust au deuxième rang. Malgré l'opposition clandestine d'une minorité de Français, notamment les gaullistes, les premiers mois de l'occupation se déroulent sans véritable heurts. La plupart s'accommodent de la domination allemande, comme cette jeune femme, Renée Penin, filmée au but de Chaumont à Paris. Il m'a toujours semblé que les Allemands étaient très corrects, qu'ils avaient les ordres pour être corrects avec la population du pays qu'ils occupaient. Je me disais, finalement, on a été battus, on est occupés. C'est de bonne guerre, si j'ose dire. Ils sont là, ils sont vainqueurs, ils nous ont battus à plat de couture. Ben, tant pis pour nous. Moi, je n'allais pas chercher midi à 14h. C'était à nous, finalement, à faire ce qu'on pouvait pour diminuer les inconvénients de cette occupation. De cette atmosphère des débuts, il reste de nombreuses traces, délicates à interpréter. Notamment ces belles photos du soldat Bölz, en Normandie. Là, c'est mon père dans le parc. Je ne sais pas où. Pour eux, la guerre était finie. Des photos qu'il envoyait en Allemagne pour rassurer sa famille. Son fils, Rudolf Bölz, se souvient. C'était très bien. Mon père pouvait se balader partout en voiture sur la côte. Il passait beaucoup de temps avec les habitants, comme on le voit sur les photos. Ça, c'est de nouveau dans un restaurant, quelque chose comme ça. Moi aussi, aujourd'hui, si j'étais en vacances et qu'on me serve bien, je ferais une photo comme ça pour me souvenir comme c'était agréable. Là, on voit les magasins remplis de produits malgré la guerre. Chez nous, c'était pas aussi rempli. Et là, on pouvait tout acheter. Mon père était très fier d'avoir les factures de tout ce qu'il achetait dans ces magasins. On voit que cela n'a pas toujours été aussi terrible que ce qu'on raconte, de mon point de vue. Car là, tout le monde est en paix, ensemble. Et voilà comment on se comporte avec la population.
On ne voit nulle part quelqu'un de mécontent. Il en émane une impression de paix. À 10 ans, on ne pense pas plus loin. Une vision idéalisée qui ferait presque oublier que l'occupation s'exerce par la force. Écoutez ce qu'en disent la plupart des Français, qui au début de l'année 1941 n'imaginent toujours pas ce que leur réserve le régime nazi. On les tolère, puis après on s'habitue. Puis après, bon ben, si vous en avez un qui habitait chez vous, au début, quand il passait, il traversait les pièces, il vous saluait, machin, c'était comme ça qu'il faisait. Puis après, bon, on l'invitait au café. Il faisait presque partie de la famille, c'est un grand mot. Et puis, il pouvait, s'il parlait un peu français, nous expliquer que lui, il avait sa femme, ses enfants là-bas, qu'il voudrait bien les revoir, etc. Ils nous montraient des photos de leurs enfants. Ils étaient très gentils avec nous. Très, très gentils. Il y en a un qui était artiste, je me rappelle, qui peignait. Il y en avait un autre qui jouait, qui était musicien. Celui qui était artiste, il peignait des tableaux, on le voyait souvent, des fois au bord du Rhône ou dans la forêt, qui peignait des tableaux. Ils faisaient leur petit boulot tranquille. Hein. Ils ne nous embêtaient pas. Hein. On ne pouvait pas s'attendre à ce qu'ils nous aiment. On était l'ennemi. Mais je n'ai jamais eu un quelconque problème avec un civil français. J'ai peut-être eu de la chance. Mais je n'ai jamais eu aucun problème. Je me suis comporté normalement. Ils m'ont respecté et je les ai respectés. Dans l'armée allemande, il y avait sûrement des Allemands qui n'étaient pas enchantés de partir. C'est toujours pareil, c'était des hommes comme les autres. Je suis persuadée qu'ils n'étaient pas tous hitlériens. Jusqu'en 1942, les SS sont peu présents. Face aux Français se trouvent de simples soldats de l'armée régulière, la Wehrmacht. On essayait de s'excuser en disant aux Français que nous n'étions pas là de notre plein gré. Nous étions ici suite à des ordres. Et ils le comprenaient parfaitement car souvent les frères ou les pères étaient en Allemagne. Le premier fermier chez lequel nous étions logés avait l'un de ses fils prisonniers dans une ferme en Allemagne. Et il écrivait « Je vais bien ». Et donc les échanges avec notre hôte étaient positifs, du moins corrects, et même très agréables par la suite. Un climat irréel, inimaginable pour notre mémoire reconstruite par l'histoire. À voir ces photos privées, l'occupation est effectivement douce. Le jeune Heinz Heit vit dans l'Oise, au contact des jeunes du village. Il noue des liens d'amitié avec cette jeune fille, Viviane. La seule chose qui l'intéressait, c'était de pouvoir danser. C'était formidable, bien sûr, de tenir ce petit être gracieux dans mes bras. C'était de l'amitié, une manière de passer du bon temps, c'est tout. Et je dirais qu'on y est parfaitement arrivé. Entre la jeune fille et le soldat,
La relation reste platonique. Elle survivra à la guerre, par lettres interposées, jusqu'en 1947, date à laquelle Viviane se mariera et disparaîtra du paysage. Des histoires surprenantes, mais pas si rares, tant la séduction des Allemands semble durablement s'exercer sur une partie des Français. Comme le montre ce film tourné par un Allemand, des artistes, ici l'écrivain Jean Cocteau, fréquentent l'occupant. Quel mal à trinquer avec ses officiers en civil, semble-t-il nous dire. La séduction allemande touche même les enfants. Écoutez, 70 ans plus tard, ce que nous en disent ces petites filles à vélo. Moi, j'ai un souvenir des Allemands, mais c'était le haut niveau. Ils avaient des chevaux et ils avaient des superbes bottes noires. Ils étaient beaux comme tout. Moi, j'étais en admiration devant les Allemands. Oui, ils avaient des costumes extraordinaires. Ceux qui étaient à côté de nous, là, c'était vraiment... Et puis, ils marchaient avec leurs chevaux. Pour nous, c'était magnifique, quoi. Et ils jouaient un peu avec nous, quoi. Mais dans la famille, les Allemands, c'était... Oui. Le diable. C'était les diables, c'était l'ennemi, c'était... Donc, fallait pas jouer avec eux, quoi. Fallait pas rester avec eux. La villa où nous étions avait une terrasse sur le toit et il faisait beau. L'après-midi, je me suis dénudé pour bronzer. 2-3 jours après, je suis passé devant 2 jeunes femmes dans la rue et l'une d'entre elles m'a dit « On a vu entièrement votre corps ». Et je leur demande « Comment ça ? On vous a regardé avec des jumelles de là-haut ». Je leur ai dit « Eh bien, vous êtes bien amusés, vous ». On était jolis parce que on avait beau rien avoir, mais on s'entretenait les filles, hein, attention. Hein, on avait décroché les doubles rideaux pour se faire des robes parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas un gramme de trop. Hein. C'était 45-46 kilos, alors on avait des machins qui bouffaient, des jupes courtes avec des jupons, etc. Bah évidemment, mais il y avait des filles, elles étaient coquines parce que je dis pas qu'elles les aguichaient, mais elle avait l'air de redire, tiens, tu vois la belle tartine là, sous le nez, mais rien. Vous voyez? Moi je le faisais pas parce que j'avais trop peur. Avant d'en terminer avec la séduction allemande, regardons ce dernier film. Il a été tourné par ce militaire en manteau de cuir, Otto Messerschmitt. En quelle année a-t-il vécu en France? Nous ne le savons pas. Seule certitude, il est passé par la Belgique, puis par Paris. Et cette femme, qu'il appelle Esmelda, est sa maîtresse.
Un film hors du temps. Comme en tournent tous les amoureux du monde. Et comme si la guerre n'existait pas. De toute évidence, une histoire d'amour, comme il y en eut des milliers. Qui le nierait? Pour nous, pourtant, la question se pose. Ces images privées, tournées par les Allemands, bien qu'authentiques, ne sont-elles pas trompeuses? Mettons-nous à la place de ces commerçants. Comment ne pas sourire à des soldats qui vous sourient et vous filment? Pour les Français, la correction allemande est un piège. D'autres films nous éclairent sur les véritables intentions nazies. Ici, dans le Loiret, un Français filme une statue de bronze emportée et bientôt transformée en canon allemand. Là, en Belgique, une cloche connaît le même sort. Il y a aussi tous ces vélos réquisitionnés. Des petits riens? Peut-être. Mais regardez ce film. On y voit un pays livré au pillage. Depuis l'armistice de juin 1940, la France verse 400 millions de francs chaque jour à l'Allemagne nazie. Un tribut extrêmement lourd. Comme le montrent ces images du douanier Victor Barbe, la France est coupée en deux, entre zones occupées et zones dites libres. La ligne de démarcation sépare les familles, empêche le commerce et ruine le pays. Les Allemands sont corrects, peut-être. Une manière d'endormir les Français, de leur faire oublier la mise à sac du pays et les 1 500 000 prisonniers retenus en Allemagne. Dans la ville de Troyes, Robert Marot, 17 ans, une famille d'industriels, n'est pas dupe de la correction allemande. Il y avait la propagande allemande qui nous disait « les Allemands sont gentils, les soldats allemands vont vous aider, etc. » Il y avait des affiches qui nous montraient l'Allemand qui caressait la tête d'un gosse ou qui, je ne sais pas quoi, qui tout juste il donnait pas le biberon. Donc il y avait la propagande. Le soldat allemand est bon, le soldat est poli, le soldat paye ce qu'il achète, le soldat, oui, c'est avec notre argent. Difficile, 70 ans plus tard, d'imaginer les choix qui s'imposent aux Français. Pour conserver leur travail et nourrir leur famille, beaucoup acceptent le contact avec l'occupant. À Troyes, les Marot sont dans une position délicate. Pour nous, il fallait vivre, il fallait faire tourner l'usine avec le personnel. Et on a, comme c'était une teinturerie, ben on a travaillé dans la teinture et on a fait du verre de gris. Ben on a travaillé pour les Allemands. Pas que pour les Allemands, mais les Allemands nous donnaient du travail quand même, de façon à habiller leurs troupes.
Et nous étions la plus grosse usine. Elle tournait. Mais les petites usines, nos concurrents, disons, elles ne tournaient pas. Elles n'avaient pas le droit de tourner. C'est vous dire que on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Et si on tournait, c'est parce que les Allemands voulaient bien qu'on tourne. Et ils voulaient bien qu'on tourne parce qu'on pouvait travailler pour eux. Un point, c'est tout. Vous ne voulez pas travailler pour nous? Pas de charbon, ou pas de ceci, ou pas de cela, puis c'est fini. Il y a bien pire. Dès 1940, Hitler a annexé l'Alsace-Lorraine, en totale violation de l'armistice. Comme on le voit sur ce film amateur, il y fait effacer toute trace de l'histoire de France. Les nazis enrôlent les adolescents dans la jeunesse hitlérienne. Ils les enverront bientôt sur le front russe. Il y a aussi cette répression de plus en plus sévère qui touche toute la zone occupée. Arrestations, rafles, exécution d'otages. Dès 1941, toute contestation de la présence allemande est punie dans le sang. Alors on sort du cinéma, une voiture allemande s'amène avec des officiers, ils nous font mettre le long du mur les mains sur la tête. Alors on met le long du mur, mains sur la tête, et mon père me dit, il avait compris ce qu'ils avaient dit, il me dit ça y est, on est bon, on va être fusillés. Et on est resté bien une demi-heure. Hein. Et une autre voiture s'est amenée, une autre voiture de soldats, officier, qui a dit en allemand, tu peux les relâcher, on a le compte. Et on nous a relâchés. C'était une rafle, et il y avait eu un officier allemand de tué dans le quartier. Alors on prenait 20 otages à fusiller. Et je dois vous dire que mes parents demeuraient, l'appartement de mes parents donnait sur le fort de Romainville. Et tous les matins, à 5 heures, on entendait la mitrailleuse qui fusillait les gars qui étaient condamnés à mort. Tous les matins. Je demandais à mon père, qu'est-ce que c'est que ça? Il me dit ça. 5 heures, ça y est, c'est encore une partie des gars arrêtés hier. Quel est cet affreux bipède, haut des super aquilins, à l'expression vile et laide, à la lippe zinzolin, qui se fait au total, des Allemands corrects, bienveillants même parfois, mais pas avec tout le monde. C'est Youpin, c'est toujours le sale Youpin. Oui, c'est extrêmement simple, vous n'avez qu'à reprendre avec nous en chœur. Sale Youpin, c'est toujours le sale Youpin. Pour nous replacer dans l'incroyable climat antisémite de l'époque, nous visionnons un film rare. Celui de la famille Bois, une famille juive française qui se cache à Paris, en pleine occupation. Dans cet appartement, une petite fille vient de naître. Elle s'appelle Martine. Avec sa famille, elle peut être arrêtée à tout moment. Ses parents, qui ont pu emporter une petite caméra avec eux, décident de filmer son arrivée. Pour faire comme si les Allemands n'étaient pas là, on se déguise. Et on fait inscrire Martine par sa sœur à l'état civil. On annonce sa naissance dans les journaux et à la radio. Et on fait une fête en invitant les oncles et les tantes qui se cachent eux aussi. Pour conjurer le sort. En espérant survivre au nazisme.
Pour Hitler, la France doit être purgée de ses éléments impurs, les Juifs. Dès 1941, avec la collaboration du régime de Vichy, les Allemands les font arrêter et interner, avant de les déporter plus tard. Les premiers visés sont les étrangers, comme ici les Rudi et les Sidlecki, arrivés de Pologne dans les années 30. Voici Léon, 10 ans à l'époque, avec sa tante qui porte sa fille et l'étoile jaune. Là, ça c'est ma tante et moi. On sort de la maison. En fait, là, on est dans un havre de paix, de solitude. C'est très, très préservé. Préservé. Car dans cette ruelle de l'Est de Paris, en pleine occupation, Léon est protégé par un couple, Monsieur et Madame Jacob. Des protestants qui, comme beaucoup d'autres Français, commencent à réaliser l'horreur du nazisme. Je suis un miraculé grâce à Monsieur et Madame Jacob, qui malheureusement ne sont plus là. Monsieur Jacob a fait ce que son cœur lui disait de faire, je ne dirais pas son devoir, parce que pour moi c'est un grand mot, mais il avait un cœur. Il fallait sauver les gens, et il l'a fait. Tout le monde savait qu'on était juifs, mais il n'y a pas eu de problème. Même après, à côté Villa-Gaudin, on est même venu nous prévenir qu'il y aurait des problèmes. Pour moi, les gens que j'ai côtoyés pendant toute cette période des Français étaient formidables. On a toujours du mal à imaginer comment on a pu mener des êtres humains à l'abattoir. N'oubliez pas que les Allemands étaient une des premières nations au point de vue éducation à l'époque musicale, littéraire, des gens éduqués, sensibles. Ils se glorifient encore aujourd'hui de ça. Et pourtant, vous voyez, l'être humain a changé brutalement parce qu'on leur a promis du pain et des autoroutes. Les soldats allemands ont-ils adhéré au projet des nazis pour la France? Quelle part de responsabilité portent-ils dans les crimes? Question difficile. La plupart se concentraient sur leurs tâches militaires, nous affirme cet artilleur né en 1917, Ruprecht Kreuzberger. On essayait de sauver notre peau en tant que soldats quand c'était possible. On ne pensait à rien d'autre. On n'avait pas de droit, nous les soldats. Juste le devoir de suivre nos chefs. C'était une obligation, on ne pouvait pas s'y opposer. Ça aurait été de la désertion, et les déserteurs, on les alignait contre le mur, et on les fusillait. Moi, je ne suis pas un soldat par nature. Mais il fallait le faire, sinon on t'alignait contre le mur. C'est l'éducation prussienne du soldat. On ne demande pas pourquoi il faut obéir à un ordre, mais comment l'exécuter. La règle, c'est qu'aucun officier et aucun soldat ne doit savoir plus que ce qui est nécessaire pour l'exécution de son ordre. Vous ne pouvez pas remettre en question un ordre. Pourquoi on fait ça? Ça faisait tout simplement partie de l'éducation militaire en Allemagne. On n'avait pas le temps ni la possibilité de penser.
On nous a tout fait rentrer dans la tête avec un marteau, et nous on répétait. D'abord j'étais trop jeune, et ensuite j'étais trop peu concerné par la politique. Il fallait revenir en bonne santé à la maison. Sortir de là, on n'avait rien à faire ici. Il fallait vraiment rentrer à la maison. Alors, la grande politique, c'était... Qu'est-ce qu'on mange demain? C'est à ça qu'on pensait. De tout jeunes soldats, formatés, confiants dans les succès militaires de l'Allemagne, et terrorisés pour certains. Rares sont ceux qui, même avec le recul, se remettent en cause, comme le fait Hans Eisel, à l'état-major de la marine. Tous les soldats, du grade le plus élevé au plus bas, disaient « Il faut exécuter les ordres ». On a prêté serment au Führer. Il disait « Le Führer ordonne, nous le suivons ». Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais ils ne veulent rien avoir su des crimes. Ça montre l'état d'esprit fanatique et idiot des soldats allemands. C'est vraiment désolant. Ils étaient si peu critiques. Ils préféraient mourir. Alors moi je me suis dit, si je meurs dans cette guerre, je veux savoir pourquoi. Ainsi va l'occupation, jusque vers la fin de l'année 1942. Passé la première stupeur, les Français sont en train de s'apercevoir que derrière la correction allemande se cache supériorité et brutalité sans limite. N'en déplaise aux Allemands, malgré le calme apparent, la guerre avec la France est loin d'être terminée. C'est ce que nous verrons dans la deuxième partie de ce documentaire.